Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, sommet de Paris sur le financement des économies africaines, le président français plaide pour que l'Afrique puisse disposer de l'équivalent de 100 milliards de dollars lors de la prochaine allocation des droits de tirage spéciaux du FMI. Un geste exceptionnel mais qui risque d'être insuffisant selon le président en exercice de l'Union africaine. Le président Macky Sall a appelé à la responsabilité commune. Le chef de l'État a plaidé pour que les mesures arrêtées soient réellement mises en œuvre. Selon lui, il faut plus de dépenses publiques. Il faut changer les cadres macroéconomiques. Nous ferons le point. L'actualité, c'est aussi la marche des élèves de l'INEFJA de Thiès. Ils réclament l'affectation d'un infirmier à l'Institut. Selon eux, le poste est vacant depuis 2017. Et puis la concurrence fait rage entre taximan et jakartaman pour des raisons pratiques. Certains clients optent pour les deux roues désormais. Cette nouvelle donne dans la capitale ulcère les taximans. Reportage à suivre. Dans l'actualité culturelle, 4 ans après la création du Fonds de développement des cultures urbaines, les acteurs se mobilisent pour l'évaluation des fonds alloués. 600 projets ont été financés à raison de 150 dossiers par an. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Il y a eu trop de problèmes. Sommet de financement des économies africaines à Paris, le président Macky Sall a réitéré son appel à la réforme prioritaire sur la gouvernance mondiale. Pour le chef de l'État Macky Sall, il faut changer les règles macroéconomiques, règles comme le cadre du déficit de 3% et le ratio d'endettement de 70%. Voici le président de la République. Ce que j'appelle par réforme prioritaire sur la gouvernance mondiale, c'est que nous avons un cadre macroéconomique qui est un cadre, j'allais dire convenu, même si c'est une convenance un peu forcée, parce que les pays en réalité n'ont pas tellement le choix. C'était des règles fixées, parfois même avec beaucoup de conservatisme. Ces règles, c'était quoi? Il fallait avoir un cadre de déficit qui soit de 3%. Dès que vous étiez à 3,5, 4%, c'était déjà une grande bagarre avec le Fonds monétaire parce qu'il y a des accords sur la surveillance multilatérale et pour aussi la solidité de nos monnaies, qui sont évidemment, nous avions ce corset-là. L'autre aspect, c'est que non seulement le déficit devait être de 3%, mais nous ne pouvons pas aller en endettement au-delà de 70% de notre PIB. Alors que si vous ne pouvez pas vous endetter pour l'investissement public, alors que nos États sont en état de développement, tout est à créer et l'État est quasiment le seul agent économique qui doit construire les écoles, faire les routes, faire l'eau, donner les bourses aux étudiants, qui doit tout faire. Nous avons noté que Bâle 4 a renforcé, Bâle 3, Bâle 4, avec la dette contingente, où même nos sociétés nationales qui font de la prestation ou qui acquièrent des actifs, tout cela est mis sur l'endettement de l'État. Donc atteindre les 70% devient extrêmement facile. Et au fond, même si on nous donnait ces DTS, si on ne change pas ce cadrage, il est évident que nous ne pourrons pas même le consommer, même pour acheter des vaccins. Macky Sall en marge du sommet en conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron, le président de la RDC Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine et la directrice du FMI Christina Georgieva. Autre point important, les puissances se sont accordées sur la nécessité de produire massivement le vaccin contre la Covid-19 en Afrique. Selon le président français, l'objectif sera également de pousser l'ambition COVAX de 20% à 40% désormais. Vous le savez, l'objectif initial était de vacciner 20% de la population africaine. Désormais, ce sera donc 40%. Les
pays plaident pour la levée des contraintes de la propriété intellectuelle liées au vaccin contre la Covid, liée au vaccin 19, vaccin pour permettre donc la vaccination des Africains à hauteur de 40%. Autre annonce importante, la France plaide pour un transfert par les Occidentaux de 65 milliards de dollars ponctionnés sur la prochaine allocation des droits de tirage spéciaux du FMI, une proposition salutaire mais qui risque d'être insuffisant selon le président en exercice de l'Union africaine. Explication Aminata Mbaresso. C'est la décision phare sortie du sommet pour le financement des économies africaines, l'allocation de droits de tirage spéciaux. Ces droits de tirage spéciaux, nous défendons l'idée que les pays les plus aisés puissent réallouer leurs droits de tirage pour qu'ils aillent vers les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique, pour que les 33 milliards d'aujourd'hui deviennent 100 milliards et surtout pour que nous puissions mieux les utiliser, c'est-à-dire les allouer à la Banque africaine de développement, innover en termes de financement et accompagner aussi cette ambition des financements que nous allons mobiliser grâce à la Banque mondiale, car c'est un mix évidemment de prêts, de financement en subvention qu'il est important de mobiliser. Un New Deal pour aider les pays africains à supporter les pertes économiques liées à la Covid-19. Le président de l'Union africaine, Etienne Tshisekedi, craint que ce fonds soit insuffisant. Il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner nous offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça, ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. 21 dirigeants africains ainsi que la présidente du Fonds monétaire international ont pris part à la rencontre à Paris. Pour faire réussir votre révolution. Merci Aminata, et arrêtons-nous sur ce terme, les droits de tirage spéciaux. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un instrument créé depuis 1969. En quoi sont-ils particulièrement intéressants pour les pays africains? Explication Daniel Diouf. Les droits de tirage spéciaux, une monnaie que peut émettre le FMI. Elle s'appuie sur 5 grandes monnaies internationales, le dollar, l'euro, le yen, la livre britannique et maintenant le yuan chinois. C'est un instrument qui a été créé en 1969. L'idée était d'ouvrir au pays la possibilité de tirer jusqu'à un certain plafond des liquidités, c'est-à-dire obtenir de l'argent disponible immédiatement pour pouvoir financer sa balance des paiements. La balance des paiements, un document de comptabilité nationale qui retrace l'ensemble des flux économiques, c'est-à-dire des biens, des services, des capitaux, entre un pays et le reste du monde au cours d'une année. En quoi ces droits de tirage spéciaux sont-ils particulièrement intéressants pour les pays africains? Une fois émis, ils peuvent être utilisés à 2 fins, soit en monnaie de réserve pour stabiliser la valeur de la monnaie intérieure, soit convertis dans des monnaies plus fortes pour financer des investissements. La première option est la plus courante. Voyons-y plus clair, pour un pays dont la monnaie est alignée sur le dollar, là, la banque centrale a besoin d'avoir des dollars en caisse pour du change. Cela évite notamment que la monnaie perde de la valeur. Si une banque centrale n'a plus de monnaie forte, en général, la monnaie nationale s'écroule. Alors, ce procédé permet de défendre et de protéger la valeur de la monnaie. Merci Daniel. Et pour une fois, on devrait ne pas croire ceux qui prédisent que l'Afrique pourrait être décrochée au moment du rebond de l'économie mondiale dans la période post-Covid-19. Prédiction qui justifie la grande mansuétude de la France et des partenaires internationaux pour mobiliser des ressources additionnelles pour l'Afrique. La ficelle est assez grosse quand même aussi que les partenaires décident d'aider directement le secteur privé africain après la croissance extravertie
attention, un secteur privé national à la remorque de l'Occident. Le commentaire de Abdoulaye Cissé. L'adage dit « Préservez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe ». La subite déclaration d'amour de l'Occident vis-à-vis du secteur privé africain sent trop le camembert. Ça pue à 1000 lieues du sommet sur le financement des économies africaines d'un autre moyen de contournement pour encore plus mettre la main sur le moteur de notre développement. Il n'est plus à démontrer qu'il est un cycle éculé de la présence des grandes entreprises étrangères dans nos économies africaines. Certes, l'Afrique continuera à traiter avec les multinationales, souvent porte-drapeau de la diplomatie économique de leur chancellerie. Mais il est un vent de renouveau qui souffle partout, un vent de rasa qui a fini de convaincre que le salut passe par la déconnexion, voire des ruptures pour une souveraineté que par un simple modèle importé et imposé de relance économique. L'Europe ne veut donc pas rater la résurgence d'un secteur privé national africain fort. Serait-on assez fou pour laisser entrer le loup dans la bergerie? A-t-on besoin de démontrer aux Africains que la croissance, parfois même à 2 chiffres dans certains États, que cette croissance ne se mangeait pas tant elle était travestie car tenue par des entreprises étrangères sans compter le volume important de flux financiers illicites? Au moment de parachever l'aspiration à plus de souveraineté, il serait presque retour à la case départ que de livrer pieds et poings liés le secteur privé national africain à l'aide internationale. La seule voie de salut pour l'Afrique est de financer son propre développement. Et Dieu sait si les ressources existent en interne sans même qu'on ait la possibilité de faire fonctionner la planche à billets. Mais la tribune à Macron n'était pas celle où il fallait parler du CFA et de souveraineté. On n'a même plus besoin d'écrire de livres sur le cynisme de l'aide au développement, autre instrument de l'arsenal de fabrique de pauvreté. Les contre-sommets de Davos et du Forum social ont vécu. Ce serait un formidable pied de nez à l'Occident et à ses prédictions finalement peu savantes, puisqu'elles nous avaient prédit qu'on allait tous crever de Covid. Et nous, on est toujours là et on a mieux résisté à la tempête. Formidable pied de nez, disais-je, au sommet sur le financement de l'Afrique, le SFA, que de donner la solution du rapport alternatif sur l'Afrique. La clé est peut-être là, dans le hasard. N'est pas en opposition avec la transparence. Merci Abdoulaye Cissé. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce sommet, sur le financement des économies africaines à Paris. Le Haut Conseil du dialogue social a présenté son rapport triannuel aux centrales syndicales. Au total, l'institution a formulé 10 recommandations pour l'année 2021, l'éducation, l'agriculture, les contrats de travail, la protection sociale en période de pandémie, entre autres points abordés. Les secrétaires généraux des 4 centrales les plus représentatives s'engagent à s'impliquer davantage pour l'intérêt des travailleurs. Écoutons respectivement les explications du secrétaire général de la CSA et la présidente du Conseil, Madame Inosa Stapndiaï. Elle a fait le point sur la feuille de route et le plan de travail annuel pour 2021 qui met l'accent sur la réactivation des conventions sur le secteur de l'agriculture, sur le secteur de des mines, mais aussi comment renforcer le dialogue social dans les secteurs sociaux comme la santé, comme l'éducation et l'ensemble des autres secteurs de la vie active de notre pays, afin de donner corps aux revendications que nous avions posées lors de la fête du 1er mai. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde sous Covid. La Covid n'était prévue nulle part, dans aucun agenda, ni économique, ni social, ni politique. Mais le dialogue social a pris en charge cette question de manière à faire en sorte que le consensus dans la gestion de la Covid soit un consensus largement partagé. Donc, vous voyez, rien que cet aspect, c'est également important. Il y a bien sûr d'autres points qui sont relatifs aux relations professionnelles. Les conventions, la nécessité d'élaborer des conventions, de les actualiser pour certains secteurs, les mines, l'agriculture, la mise en place de cadres sectoriels de dialogue. Tout cela, c'est des enjeux dans le niveau de l'éducation, de la santé et également de l'enseignement supérieur. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle qui a eu l'effet d'une bombe à Louga. Le corps sans vie d'une jeune fille de 27 ans a été découvert dans une fosse septique en finition. La victime, portée disparue depuis samedi dernier, a finalement péri dans des circonstances non encore élucidées. Tchernofal.
Bagdad, derrière la nouvelle station à essence où a été retrouvé le corps sans vie de Khadijak, porté disparu depuis samedi. La victime âgée de 27 ans a été retrouvée au fond de cette fosse septique avec les yeux bandés et la bouche obstruée par des morceaux de tissu selon les témoins. Les hommes de la 52e compagnie d'incendie et de secours informés de cette découverte macabre hier vers 19h30 se sont rendus très vite sur les lieux. Sur place, ils sont tombés sur un corps sans vie en état de décomposition et gisant au fond de la fosse septique en finition. C'est ainsi que les soldats du feu ont fait appel aux agents de service de l'hygiène pour les besoins de la désinfection. Ils sont rejoints plus tard par les éléments de la police qui, après le constat d'usage, ont ouvert une enquête en attendant les résultats de l'autopsie qui pourraient élucider les causes de ce drame qui a laissé tout Louga dans la tristesse et l'émoi. Merci Tierno. Allons maintenant à Thiès. Sit-in des élèves déficients visuels de l'INEFJA. Ils réclament l'affectation d'un infirmier à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Selon eux, le poste est vacant depuis 4 ans. C'est Latir Cheranta Diop. L'affectation d'un infirmier, c'est ce que réclament ces élèves non-voyants de l'Institut national de formation des jeunes aveugles de Thiès. Ces 168 pensionnaires de l'école sont confrontés à de sérieuses difficultés de prise en charge médicale. Aussi, les autorités n'ont pas respecté leurs engagements. Toute raison, selon eux, qui justifie leur mouvement d'humeur. Depuis 2017, le système sanitaire de l'INEFJA est paralysé. On avait organisé un mouvement d'humeur en 2018, mais le gouverneur qui était là nous avait promis un infirmier, mais jusqu'à présent rien n'est fait. Vous savez, la santé c'est 24 heures sur 24. Ce qu'on a besoin, c'est un infirmier résident à l'INEFJA qui va être là de 24 heures sur 24. Ils ont décrété 24 heures de grève renouvelable. Si rien n'est fait, ils vont passer à la vitesse supérieure dans l'espoir d'amener les autorités compétentes à prendre des dispositions nécessaires pour la régularisation de leur situation. Aujourd'hui, on a décrété 24 heures. D'ici ces 24 heures, si rien n'est fait, on va passer à la vitesse supérieure. Ce qu'on a besoin tout simplement, ce qu'on nous affecte le plus rapidement possible, un infirmier d'État. Après le sit-in tenu à l'intérieur de l'école, ces élèves non-voyants de l'INEFJA, munis de leur canne, empruntent la grande route nationale pour se rendre à la gouvernance de Thiès. Merci Cheranta. Intéressons-nous maintenant à cette maladie, la thyroïde, à l'hôpital Abbasnda où les consultations liées à cette maladie sont fréquentes. Et parmi les causes des dérèglements thyroïdiens, on retrouve le stress chronique. Nos équipes ont rencontré 2 femmes en rémission, Maud Diop et Aminata Mbaresso. Fatoumata Siraba, Aïda Diop, 2 dames, une histoire commune. Moi, j'ai vécu une situation très difficile. C'est d'ailleurs cet événement malheureux qui a déclenché la thyroïde. C'est en 2012 que les médecins ont détecté la maladie. À l'époque, j'avais des soucis dans mon ménage. J'ai subi également des violences conjugales. Ces 2 femmes ont souffert toutes d'une même pathologie, la thyroïde. Aujourd'hui, elles retracent avec émotion cette page sombre de leur existence. La maladie m'avait rendu fébrile. J'étais tout le temps énervée et fâchée contre tout le monde. Mes yeux étaient devenus rougeâtres. Il m'était impossible de me déplacer. Un combat qui fut difficile entre le rejet et le regard de la société. Les 2 dames ont tout supporté. Quand mon conjoint s'est rendu compte que j'étais malade, il est parti, me laissant seule avec les enfants. Presque 8 ans. Les patients sont souvent énervés, nerveux, ils ne peuvent rien supporter. Le coût onéreux du traitement, autre difficulté. C'est vrai, le coût du traitement est très élevé et surtout ce sont des femmes qui sont souvent sans soutien. Aujourd'hui, elles retrouvent la joie de vivre après une intervention chirurgicale. Aux côtés des autres patientes encore dans les hôpitaux, elles se confient pour aider ces dernières à supporter le mal.
Aminata a noté que la journée mondiale de lutte contre la maladie sera célébrée le 25 mai prochain. La maladie qui touche majoritairement les femmes, même si quelques hommes sont des fois concernés. Quels sont les symptômes? Quand est-ce qu'il faut consulter? Réponse du professeur Demba Diédiou, endocrinologue. C'est une maladie qu'on reconnaît que c'est une maladie qui est déclenchée par le stress et on se rend compte que de plus en plus le stress est revenu au devant de la scène et on reçoit de plus en plus des cas de maladies de base d'eau et d'autres pathologies thyroïdiennes. Mais la maladie est plus fréquente surtout au niveau de la gente féminine. Et la question peut-être qui est la plus mis au devant de la scène, cela veut dire le facteur qui pourrait expliquer cette fréquence augmentée de la maladie, c'est la gente féminine. C'est surtout l'élément en rapport avec le stress. Parce que c'est une maladie qui est reconnue comme étant, surtout la maladie de base d'eau, une pathologie pour laquelle le facteur stress, le facteur tension interne, le facteur impossibilité de surpassement est un facteur qui est important dans le déclenchement de la pathologie. À l'échelle nationale, actuellement, il n'y a pas de chiffres parce que c'est une pathologie qui est suivie presque dans toutes les structures médicales du Sénégal. Mais localement, on peut dire que peut-être ici, au niveau du centre hospitalier Abass Ndao, dans le cadre de la consultation de médecine interne, les pathologies thyroïdiennes constituent la pathologie la plus fréquemment consultée au niveau de notre service. Tout autre chose à présent en politique, de hauts responsables de l'APR s'en prennent au professeur Abdoulaye Bathily après sa sortie sur les violents affrontements du mois de mars, prédisant aussi le chaos s'il en y prend garde. Des attaques injustifiées selon son collègue historien, le professeur Bouba Diop, lui aussi membre des Assises nationales. Il propose comme solution l'application des assises. Le conseiller à la présidence Abdoulaziz Diop, pour sa part, prend la défense du président Macky Sall qui n'a pas été élu sur la base de la charte de gouvernance démocratique, mais qui en a appliqué quand même 35 recommandations. Gervais Yao et Chérif Dia. Le professeur Bouba Diop est un assisard comme son collègue Abdoulaye Bathily qu'il défend face aux attaques des responsables de l'APR. Ce que Abdoulaye a dit, c'est tout à fait vrai. Le contexte qui avait conduit aux assises était un contexte beaucoup plus politique que social, culturel, idéologique. Là, maintenant, tout est rassemblé. Plusieurs acteurs des assises nationales exercent aujourd'hui le pouvoir aux côtés du président Macky Sall, qui a rejoint le groupe entre les deux tours de la présidentielle de 2012, avec des réserves selon ses partisans. Cette élection, il faut le rappeler, n'a pas été remportée par ceux qu'on considère comme les véritables assisards, qui avaient pris le soin, avant la présidentielle, d'intégrer les 35 propositions remarquables de la charte de gouvernance démocratique pour un Sénégal nouveau dans son programme politique, le Yono Yokute, le chemin du véritable développement pour lequel il a été élu. L'application de la charte de gouvernance démocratique pour un Sénégal nouveau divise les deux camps. J'en veux pour preuve la conclusion du tome 1 de la série du président Macky Sall, dans laquelle le président revient sur la façon dont il a intégré la charte de gouvernance démocratique pour un Sénégal nouveau dans sa gouvernance. Ce qui veut dire que le Sénégal peut bel et bien encore envisager sa démocratie. La démocratie a été inventée, de même que la République, pour éviter des soubresauts permanents. C'est comme ça que ça a été inventé. Donc, si on veut vivre heureux et solidaire, il faut appliquer des mesures démocratiques et républicaines. Il n'y a pas d'autre solution. Les assises nationales, la solution pour renforcer la démocratie selon le professeur Abdoulaye Bathily et ses camarades, alors qu'à l'APR, on considère qu'elles ne sont ni la Bible ni le Coran. Merci Chérif. Des forces occultes étaient bien présentes au Sénégal pendant les récentes manifestations. C'est la conviction de la plateforme citoyenne Paix et démocratie et développement, la CP2D, salue le professionnalisme des forces de l'ordre. Pape Faraning et Mohamed Djeng. Des forces occultes et des personnes manipulées ont attisé le feu qui a occasionné les violences constatées en mois de mars. C'est du moins la conviction de la plateforme citoyenneté, paix, démocratie, développement. Beaucoup de gens ont vu, dans lesquels des gens habillés, accoutrés d'une certaine manière, ont dit à 4 h du matin, nous allons bombarder le palais. À 6 h, nous allons le résultat et nous allons attaquer l'Assemblée nationale. Après l'Assemblée, c'est le palais de justice. Mais est-ce que nous sommes des militants politiques? Non.
Des gens que vous avez vus avec des armes. C'est des militants politiques, non? Pour le commissaire en retraite, la presse et les réseaux sociaux ont joué aussi un rôle primordial à la propagation de la violence. Tous tombés dans le piège, les gens sont tombés, sont descendus dans les rues, les journalistes ont repris la chanson de partout et ont fait l'éloge de celui qui avait produit ce documentaire comme si c'était un messie. La CPD a aussi salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité lors des manifestations. Professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, leur lucidité, le respect qu'ils ont de leur mission, la connaissance qu'ils ont de leur place dans l'architecture de ce pays-là, tout aurait flambé. Ils sont en train de braver les intempéries, les risques. Et si je dis Djambar, je confonds sous ce vocable les forces de défense et de sécurité, de l'armée, de la police, de la gendarmerie, de l'administration pénitentiaire. La plateforme Citoyenneté, Paix, Démocratie, Développement regroupe d'anciens hommes de troupes, docteurs et d'anciens ministres pour permettre aux Sénégalais de se parler entre eux. Merci Pafara. Et puis retour sur l'arrestation d'une mule à l'AIBD avec 41 boulettes de cocaïne ingurgitées. L'individu de nationalité capverdienne a finalement expulsé la drogue par assistance médicale. Les tests effectués sur la poudre blanche contenue dans les boulettes régurgitées révèlent qu'il s'agit effectivement de la cocaïne d'un poids total de 500 grammes pour une valeur estimée à 45 millions de francs CFA. Le chef de la subdivision des douanes de l'AIBD se félicite de la prouesse ainsi réalisée. Il revient sur l'absolue nécessité de coopération entre les forces aux frontières. C'est une somme d'efforts, c'est une mutualisation des moyens, une opérationnalisation des actions qui était à la base de ça. Il y a l'OCRITIS, auquel il faudrait rendre un vibrant hommage. Ils ont remis les clés permettant à la CAT de faire cette belle saisie. Cette belle façon de travailler en symbiose symbolise en vérité ce qu'il faut faire dans ces pays où il manque de temps, manque de moyens. Les subterfuges utilisés montrent toujours l'ingéniosité des trafiquants. Cette fois-ci, c'est une personne humaine qui sert à transporter les produits, non dans ses bagages, mais à l'intérieur de son organisme. C'est un transport délicat et dangereux. Ça montre qu'il recule devant rien. Parce que si l'aéroport était facile à traverser, il n'aurait pas à faire cette action ultime pour pouvoir transporter les marchandises. Tout autre chose à présent, la cohabitation devient de plus en plus difficile entre taximans et jakartaman sur la route. Les taximans dénoncent l'invasion des deux roues dans le secteur du transport, alors que certains clients sont plutôt contents du service des jakartaman. Les deux roues seraient plus pratiques dans les kilomètres de bouchons dans la capitale. Reportage Habib Faye et Mardiag. Une véritable bataille se passe sur la route. C'est entre les taxis et les deux roues dites Jakarta. Pour gagner plus de temps, certains clients optent pour les deux roues, jugés plus pratiques. Toute la capitale est en chantier. De gros embouteillages partout. Prendre un Jakarta est la seule solution. Si vous prenez le taxi, le prix du transport est élevé. Mais avec le Jakarta, c'est moins cher. Avec 1000 francs de carburant, vous pouvez rouler toute la journée sans problème. Une pratique que l'on voyait dans les autres régions du pays comme Kaolack. Aujourd'hui, les Jakartamans sont en passe de dicter leurs lois dans la capitale. Avec 2000 voire 2500 francs, je peux vous amener facilement à Pékin. Comme vous pouvez le constater, la circulation n'est pas fluide. Si vous avez un rendez-vous à Dakar, vous ne pouvez que faire recours au tchak-tchak. Cette situation ulcère les taximans depuis l'avènement des Jakarta. Ils ont de plus en plus mal à boucler le versement journalier. Les motos Jakarta nous bousculent grave sur la route et on ne doit pas les laisser faire. Les taxis payent tous les droits. C'est au gouvernement de régler cette situation avant qu'elle ne dégénère. D'ici là, la cohabitation sur la route s'annonce difficile entre Jakartaman et taximan.
Et oui, Habib, chacun défend son beefsteak. L'autre grand titre de cette édition, Forum national autour du Fonds de développement des cultures urbaines. Des acteurs culturels se mobilisent pour évaluer les fonds alloués depuis l'existence du programme. Depuis 2017, année de démarrage, 600 projets ont été financés à raison de 150 dossiers par an. L'objectif de ce forum est aussi de favoriser le dialogue entre les acteurs culturels urbains et le ministère de tutelle Ibou Diouf et Amadouba. Que des acteurs culturels, tous connus dans l'univers des cultures urbaines, la tenue du Forum national permet d'évaluer ce programme qui existe depuis 2017. Il y a eu trop de problèmes dans le mouvement, c'est-à-dire ça parle beaucoup, je vous apprends absolument rien, la presse en a beaucoup écrit, on s'est dit mais pourquoi pas essayer de rassembler tout le monde, surtout avec l'arrivée de la nouvelle directrice, pour repartir sur une nouvelle base, remettre tout en question, discuter et mettre des nouvelles bases pour ce fonds. Acteurs culturels très engagés avec une nouvelle conception, les cultures urbaines, plus qu'une passion, on travaille. C'est des combattants, parce que c'est des gens qui ont parti de zéro et ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la culture sans les cultures. Les grands combats, que ce soit politique ou bien culturel, ils sont toujours devant. Vous comprenez? Si on a signé l'agrément pour l'installation de la soda, ça vient des cultures urbaines. Donc on va dire que 600 entités ont eu à bénéficier de ce fonds-là. Aussi bien pour la structuration que pour l'événementiel, les festivals et la formation. Donc en moyenne, on va dire que depuis 2017, on a 150 personnes qui bénéficient de ce fonds-là. Parce qu'une des demandes, une exigence en tout cas de ce fonds-là, c'est que ce soit des entités bien structurées qui déposent pour bénéficier de l'appui du fonds. L'idée aussi est d'encadrer ce secteur pour mieux protéger tous ces artistes. La cartographie, ça a un impact. Mais le problème aussi, il y a encore des gens de la périphérie qui commencent à s'introduire dans la chose, qui ne font pas partie des cultures urbaines, qui viennent, à qui on donne des sous et qui ne réalisent même pas. Un forum national se mobiliser pour l'intérêt du collectif. Le Fonds des cultures urbaines, point d'amélioration et de suggestion pour mieux valoriser tous ces finances. Merci Ibou. L'actualité internationale toujours marquée par le conflit au Proche-Orient. Ici à Dakar, l'ONG Jamra a déposé une lettre de protestation à l'ambassade d'Israël. L'organisation islamique dénonce les exactions subies par le peuple palestinien. Écoutons le président de Jamra, Mame Mactar Gueye, avec Pape Faragnik. Le pays s'est embrasé et nous en sommes à 222 morts, dont une quarantaine d'enfants. Alors nous, Jamra, nous ne pouvions pas rester indifférents dans ce concert de réaction timide au niveau de la Oumma internationale. Pour la bonne et simple raison que le minimum de reconnaissance, si j'ose dire, serait de nous faire entendre. Parce qu'Abdoulatif Gueye, le fondateur de Jamra, ne l'oublions pas, s'était vu attribuer en 1989 le titre de vice-président du comité Al-Quds. Alors donc nous avons donc décidé de nous faire entendre et c'est déjà fait il y a quelques minutes parce que nous avons déposé une lettre de protestation mais de condamnation également auprès des autorités diplomatiques d'Israël et le deuxième jalon qui sera beaucoup plus large, qui sera posé vendredi en partenariat avec 35 organisations religieuses et de la société civile dont Et puis beach soccer dans l'actualité sportive, l'équipe nationale du Sénégal continue d'aligner les victoires en rencontre amicale à quelques jours du début de la CAN 2021 de beach soccer qui sera organisée au Sénégal. La dernière victoire sans encaisser de but face aux Seychelles. Cher Sadibou Diarra. Les Lions du beach soccer montrent leur croc. À quelques jours de la CAN 2021 à Saly, ils ont atomisé les Seychelles 8-0 en rencontre amicale. Une démonstration de force loin de leur donner un complexe de supériorité. Ils ont fait un match très correct, même s'il y a des choses à rectifier, mais il y a des choses très positives. Le fait de ne pas encaisser et le fait de marquer 8 buts, déjà c'est quelque chose, même si aujourd'hui, avec tout le respect qu'on a sur l'adversaire, les gosses ont bien maîtrisé le sujet et ils ont bien appliqué. Et voilà, donc marquer 8 buts, on a encaissé, donc quand même c'est du bien. En tout cas, il y a des choses à peaufiner encore, il y a des choses à rectifier, il y a des choses à faire.
Donc il nous reste encore un autre match. Et après, d'ici le 23, on va voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut éviter, tout cela. Absent lors du premier match amical face aux Seychelles, Alseni Ndiaye, le capitaine et gardien de but, est espéré pour le second ce mercredi. Au côté de l'infirmerie, c'est seulement Alseni Ndiaye, le capitaine, le doyen de l'équipe, qui n'a pas pu jouer. Donc, parce qu'il souffrait au niveau de l'orteil, on ne voulait pas le forcer. Maintenant, je pense que d'ici mercredi, on va le récupérer. Le Sénégal, placé dans le groupe A de la CAN 2021, va jouer le match d'ouverture face à la République démocratique du Congo le 23 mai prochain. Et retenez, cher Sadibou, que l'infrastructure qui va accueillir la compétition à Saly recevra la visite technique de la CAF ce mercredi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre attention.